gens adorent parce que c'est une liberté. C'est juste des mecs qui font des comptes. En fait, Carole m'a dit que ça allait au début, ça va être important. Moi, je suis fan, mais faut qu'on avance là. Comment elle s'appelle là, la dame? Ah oui, je sais que c'est. Ouais, c'est ça. C'est lequel vous avez dit? Il y en a. Et ça pouvait mettre. Du coup, tout est passé. On va échanger des dédicaces. Ouais, vous n'avez pas mis d'armes. On profite de la sortie en DVD de Rester Vertical, ton dernier film, bah voilà, pour qu'on parle un peu de cinéma, de ta cinéphilie et puis du film. On verra un extrait. Donc là, on va discuter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous pourrez poser aussi des questions à Alain, bien évidemment. Et après, on passera à la dédicace pour ceux qui veulent. Ouais. Tout ça est très organisé. Hein, ouais. Alors moi, je suis très heureux que tu sois ici parce que je t'ai découvert il y a quelques années, quand je travaillais dans une autre boutique, dans un autre cinéma, et j'avais découvert Du Soleil pour les gueux au MK de Beaubourg, pour ne pas le citer. Et j'avais découvert Ce vieux rêve qui bouge. Donc voilà, tu faisais partie des réalisateurs qu'on suivait. On attendait les films un par un. Moi, je t'avais vu débouler un matin, un peu dépeigné comme ça, pour voir un film en matinée. Tu étais un peu en retard et tout ça. Et il y avait un accent chantant et c'était, voilà. On m'avait dit, mais c'est Alain Guiraudy. Donc j'étais content de mettre un visage sur un nom. Alors, la première question rituelle que je pose un peu, c'est toi, tu viens du Sud-Ouest, mais quel est ton premier souvenir ou ta première image de film de cinéma? Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, c'est toujours très compliqué parce que c'est une question qui revient souvent. J'ai l'impression que je réponds jamais la même chose à cette question. Là, en ce moment, le premier truc qui me vient... Bon, déjà, c'était à la télé, quoi. Hein, voilà. Et il y a peut-être des souvenirs diffus, des trucs avec des cow-boys et des Indiens, quoi, des policiers auxquels je ne comprenais pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il y a un film auquel j'aime bien revenir, en tout cas, et qui reste quand même très important pour moi, quoi. Je pense que c'est le Pinocchio de Comencini, Les aventures de Pinocchio, et parce qu'en plus c'est vraiment, alors oui, quand j'y reviens, maintenant je connais pratiquement, je connais que la version cinéma maintenant, quoi, mais j'ai vraiment le souvenir d'un feuilleton que je suivais toutes les semaines, et puis d'une aventure démente, quoi, vraiment d'un grand... de quelque chose d'extrêmement épique, quoi. Et puis j'aime bien y revenir parce que je sais pas, il y a quelque chose de très c'est un conte, mais c'est un conte terrien, quoi. C'est un conte qui se passe là comme ça avec les gens, avec que des éléments complètement réels et réalistes, voilà. Et puis alors donc ouais, c'est vraiment la première image, quoi, on va dire le truc où je me suis dit ah ouais, quand même, le cinéma c'est un sacré truc, quoi. Mais c'est important parce que tu parles aussi beaucoup de la culture populaire, sans que ça soit absolument pas que tu parles du western, du peplum, tu parles souvent de la bande dessinée également, de plein de choses qui t'ont inspiré. Et quand on voit tes films, on sent qu'ils sont nourris ils sont pleins de tout ça, de toutes ces références. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots. Alors après, oui, c'est ça, parce que c'est vrai que ouais, les aventures de Pinocchio, ça suffit pas vraiment, quoi, parce qu'il faut un peu mixer tout ça avec Pif Gadget, avec Tintin, Astérix, et puis non, puis ouais, le western, effectivement, j'ai quand même grandi beaucoup avec ça, et
je sais pas, je peux pas dire. On avait quand même un western à la télé toutes les semaines, il me semble, quoi. On avait Tarzan régulièrement le mardi C'est pas soir. vraiment un western, Tarzan. Non, mais enfin, ce genre de film, on avait du film d'aventure, on avait des, je sais pas, je pense que le Robin des Bois de Michael Curtis, j'ai dû le voir à la télé aussi. Il y avait des films de KPDP, ouais. Ah oui, ça me plaisait aussi beaucoup, quoi. Et donc oui, j'ai été nourri à ça, quoi. C'est après à l'adolescence, avec la conscience politique qui arrive, que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses. Parce que tu rentres à la fac et tu t'engages, tu es très militant quand même. Non, mais même non, plutôt au lycée. Oui, après il y a eu les années militantes, mais le lycée, sans être vraiment militant, il y avait quand même cette idée les premiers émois politiques, quoi, je veux dire. Hein, c'est-à-dire, et où j'ai été très sensible à ce moment-là à la fiction de gauche, quoi. Mais la fiction de gauche, c'est celle qu'on peut résumer en France à Costa Gavras et à Yves Boisset, quoi, je crois. Enfin, peut-être Jean-Jacques Hano avec Coup de tête. C'est très bien, Coup de tête, avec Patrick Devers. Ça vieillit pas très... Enfin, moi, je l'ai revu, c'est pas mal. Moi, je l'ai revu. Avant aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais, ou alors il aurait fallu que Patrick Devers apprenne vraiment à jouer au foot, quoi. Qu'il ait un niveau de 3e division, quoi. Oui, ça on y croit moyen, c'est vrai. Mais bon, après il y a la pêche de Devers. Il y a quand même Devers et ça on peut pas lui enlever ça, quoi. Ouais. Et puis bon voilà, il y avait ce cinéma comme ça qui dénonçait les inégalités sociales, l'injustice dans le monde, voilà. Parce que pardon, non, mais beaucoup de gens t'ont découvert aussi, le grand public t'a découvert avec L'Inconnu du lac, mais avant L'Inconnu du lac, évidemment, il y avait plein d'autres choses, plein d'autres films, dont Ce vieux rêve qui bouge, c'est vraiment un film qui s'inscrit, qui observe une classe ouvrière qui est en train de disparaître, et c'est vraiment des films qui sont très à gauche, quoi. Oui, c'est sûr. De toute façon, même depuis quelque temps, on a l'impression que juste de parler des ouvriers et des paysans, déjà, c'est même révolutionnaire, quoi. Tu vois, donc, non, juste parce que en plus. Donc il y avait ce cinéma militant, mais quand même qui ne me suffisait pas. C'était bien parce que ça allait aussi contre le rêve hollywoodien ou voilà, les films à happy end et les films spectacles, quoi. Voilà, j'avais aussi envie à cette époque-là de voir autre chose que du cinéma spectacle, quoi. Et au milieu de tout ça, quand même, il y a des gens qui faisaient vachement la jonction, qui me sont apparus. Louise Buñuel, moi, ça a été vraiment une grande révélation parce qu'il y avait quelque chose comme ça entre déjà, c'était un surréaliste. Enfin, il venait du surréalisme. Oui. Il y avait quelque chose entre rêve et réalité. Entre un social, une critique sociale. C'était quand même très ancré socialement, quoi. Et en même temps, voilà, on sentait qu'il allait chercher ailleurs, quoi, esthétiquement. Et même, enfin, oui, esthétiquement. Et même dans la narration, quoi, il cherchait à amener tout ça un peu ailleurs qu'à se borner à la simple dénonciation des inégalités, quoi, voilà. Et j'ai aussi, il y a quelqu'un aussi qui a été très important pour moi. J'ai découvert ça à 17 ans. C'est Glauber Rocha, quoi. Et Du Soleil pour les gueux est un peu sous sous ce genre d'influence. D'accord. Et Glauber Rocha, ouais, j'ai donc vu ça sur France 3 à 23h au mois d'août. Il passait France 3 à l'époque. C'était pas souvent, hein, mais ils avaient une collection l'été. C'était tard le soir et ça s'appelait Cinéma 16 et je sais qu'ils avaient passé plusieurs films du cinéma novo. En portugais, sous-titres et tout ça. C'était sous-titré, ouais. C'était en version originale sous-titrée. Ce qui n'est plus le cas sur Arte maintenant, quoi. Peut-être que si à une seconde partie de soirée, ils doivent avoir des sous-titres encore de la VO, non, Arte. Ouais. C'est sûr qu'à 20h30, à 21h, ouais, non, c'est disparu. Donc oui, il y avait quand même ça et j'ai découvert ce film qui était le Diable blanc et le Dieu noir. Voilà, c'était un film en noir et blanc comme ça, des mecs, une espèce de messie et des bandits perdus dans la Caatinga qui se couraient, fait quelque chose de. Il y a un côté western, il y a un côté western, il y a un côté qui est très ancré, qui est très brésilien aussi, qui est très. Est-ce
est-ce que c'est très western? Je sais pas. En tout cas, j'étais dans un paysage complètement, j'étais ailleurs, quoi. Et voilà, ça convoquait vraiment plein d'autres choses, mais qui vont de la, pareil, de quelque chose entre une réalité sociale très très dure, quoi, une réalité là, les paysans là-haut qui les crèvent la faim, et en même temps, et ça rappelait les bandits, ces cangaceros qui sont des bandits assez légendaires, qui ont accédé au statut de légende maintenant au Brésil, et qui sont et tout ça atteignait une dimension mythologique, quoi, pour moi. Et puis surtout, je crois que bon, voilà, je voyais autre chose. Ça a commencé. Je pense que j'étais quand même toujours, j'étais très curieux à cette époque-là, et je le suis toujours de découvrir de nouvelles choses. Mais là, quand même, ouais, il y a quelque chose. Ouais, j'ai vu un truc, quoi, ouais, ce jour-là, quoi. Et quand tu retournes te balader dans les Causses, dans ta région, parce que tu es du Sud-Ouest, tu y vois un paysage, tu y vois du cinéma déjà dans dans la forme des Causses, dans les espaces, tu y vois déjà ton western. Ouais. Tu y vois rapidement un décor. C'est toujours pareil. Est-ce que, je sais pas, c'est ce genre d'espace, ce genre de territoire qu'on fantasme toujours un peu, quoi. Voilà. Alors après, est-ce que d'entrée de jeu, le Larzac, pour moi, c'était un espace cinématographique. Je sais que les premières fois que je l'ai traversé, voilà, je suis resté fasciné par cette terre aride et déserte, quoi. Enfin, elle n'est pas déserte non plus, il ne faut pas exagérer, quoi. Mais voilà, il y a une bonne partie qui est très très aride. On peut rouler longtemps sans croiser personne, quoi, quand même. Et je tripais, moi. Disons, bon, sur le Méja encore, à la limite, ouais, le Larzac, il est déjà traversé par une autoroute, quoi. Et à l'époque, il était traversé par la Nationale 9, quoi, qui est quand même l'autoroute qui descend à la Méditerranée. Donc, c'était pas franc. Il y a un camp militaire, en plus, quand même, en plein milieu. Donc, il y a un peu d'activité. Et puis, en plus, le Larzac, c'est vrai que c'est un truc à part. C'est-à-dire que ça réunit beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai été y faire du soleil pour les gueux, que j'étais très content d'y faire du soleil pour les gueux, là-bas. C'est qu'il y a une dimension comme ça. C'est chez nous, et en même temps c'est ailleurs, c'est des paysages qui nous rappellent des endroits très très méditerranéens, très lointains. Et en même temps, c'est aussi, pour moi, ça a toujours été un peu quelque chose de légendaire, dans la mesure où ça a été une lutte mythique, quoi. Il y a eu la lutte contre l'extension du camp militaire dans les années 70. Alors, j'y ai pas participé, quoi. En 74, moi j'avais 10 ans, et la lutte, elle s'est arrêtée en 77-78, je pense, et même, enfin, en tout cas, c'est de toute façon l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81 qui a arrêté. Donc, moi, j'étais trop jeune pour l'avoir connu, mais quand même, c'était un truc comme ça. J'étais lycéen à Rodez. C'était à quoi? C'était à 100 bornes de chez nous, quoi. Oui, ça fait partie de l'histoire de ce territoire. On en parlait vachement. Il y avait quand même tout ce. Ouais, ça a quand même pris une dimension utopique, tout ça, quoi. Il y a quand même plein de... Il y a tout un monde qui est venu investir ce terrain-là, quoi, venu rejoindre les paysans dans leur lutte. Du soleil pour les gueux. C'est après que c'est devenu des terres cinématographiques, réellement, enfin des terres que j'ai, des endroits. Alors, c'est devenu des endroits que j'ai eu envie d'investir cinématographiquement, que j'ai eu envie d'aller filmer aussi pour les, je sais pas, comme c'est ça, c'est l'idée d'investir un territoire, l'idée de découvrir, d'explorer un endroit, peut-être même de l'apprivoiser en quelque sorte. Voilà. Mais au départ, je voulais faire du soleil pour les gueux quand même sur le Causse-Méjean, là où j'ai tourné, resté vertical, quoi. Ouais. Voilà. À l'époque, c'était très compliqué, donc je me suis rabattu sur le Larzac. Et puis finalement, on est très tranquille dans un camp militaire, quoi. Quand il n'y a pas d'entraînement au tir opérationnel. Rester vertical donc a été tourné sur ce Causse-là, sur le Causse-Méjean. Voilà. Oui. Je fais un saut chronologique parce que on peut. Ouais, histoire d'accélérer un peu. Non, c'est pas ça. Non, mais parce que tu as fait pas mal de films. Ouais, d'accord. Oui, on ne va pas. Oui, tous les passés. T'as raison. Oui, non, je suis d'accord.
Et donc, je voulais savoir si c'était pour une question thématique que tu faisais le saut chronologique ou si c'était pour effectivement qu'on avance. Quoi, voilà. Mais non, parce que non, mais parce que voilà, tu digresses. Et tu digresses beaucoup. Et dans tes films aussi, tu digresses aussi. Mais est-ce qu'il y a vraiment des loups sur le Cosméjean alors? Oui, ouais. Alors, d'ailleurs, c'est la naissance de Rester Vertical, hein, c'est-à-dire que je préparais justement un documentaire. Enfin, je n'ai jamais préparé ce documentaire, mais quand même, j'avais dans l'idée de lancer quelque chose, quoi, du côté du documentaire, autour de ce retour du loup en France, voilà. Et le loup est revenu en France et par l'Italie, quoi, par les Alpes. Et d'ailleurs, il est très très présent dans le sud-est, dans les Alpes-Maritimes, notamment, et il est petit à petit, voilà, il grignote, il arrive vers le Massif central, et en Lozère, effectivement, il est très présent. Et en plus, en Lozère, c'est un pays, le Cosméjean, par exemple, c'est un pays où il y a encore où ils travaillent un peu comme ça, les bergers, c'est-à-dire en laissant les brebis dans la pampa, dans la nature. Ils ont des propriétés qui font 1000 hectares, quoi, là-bas. Vu ce qu'il y a à bouffer à l'hectare, ils ont intérêt à avoir beaucoup d'hectares. C'est plutôt extensif, quoi, oui. Et donc, les brebis, ils vont les regrouper quand ils ont besoin de les regrouper pour les agnelages ou pour les vendre, voilà, ou pour les soigner aussi. Et donc, ça veut dire que les brebis ne rentrent pas tous les soirs à la bergerie, quoi. Et donc, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts, quoi. Voilà. Et ils sont, voilà, donc le loup est revenu et je voulais faire quelque chose autour de ça. Et bon, comme d'habitude, souvent mes projets de documentaire, enfin, je suis très velléitaire sur le documentaire. J'ai très envie de faire des documentaires. Mais chaque fois, ça se transforme. J'abandonne le documentaire et ça revient voilà, ça part par la porte. C'est peut-être un travail voilà, préparatoire, tout simplement. Voilà. Ouais, en même temps, ça serait bien qu'un jour, quand même, j'arrive à faire un documentaire, ne serait-ce que pour mon orgueil, quoi, mon ego, ça serait bien, voilà. Et cette histoire de loup vient après, encore une fois, L'Inconnu du lac, qui est un film qui est quand même très posé, très maîtrisé, très tenu au niveau de la forme, très classique. Et tu vas sur un scénario où on retrouve le Guiraudy pas des origines, mais un peu de Pas de repos sur les braves, un peu ce Guiraudy-là, avec une narration beaucoup plus, voilà, plusieurs histoires. Il y a une histoire de loup, mais il y a aussi une histoire d'enfant. Il y a aussi, on retrouve. Donc comment c'est venu ça? Tu as eu envie tu avais construit L'Inconnu du lac, et en même temps tu as dit non, mais moi je suis pas seulement. On va pas me réduire à... Alors, oui, bon, de toute façon, il y a généralement, il y a un moment où le film que je viens de faire, bon, je me dis, j'en suis pas si content que ça, quoi. C'est-à-dire, je me dis, tout le monde en est content. Bon, d'une part, tout le monde n'en est pas forcément content quand même. Enfin, finalement, quand on creuse, quoi, on arrive toujours à trouver. J'aime bien. Alors, c'est pas histoire de me faire du mal, je le fais pas le jour de la sortie du film, quoi. Mais au bout d'un moment, je vais voir sur les blogs, j'aime bien aller voir un peu ce qui se dit, quoi. Là, je commence aussi sur Rester Vertical à faire ce travail, quoi. Mais bon, après, ma conduite ne m'est pas guidée non plus par la critique, quoi. Non, simplement, je m'appuie à la fois sur les frustrations du film précédent et puis aussi les frustrations passées, quoi, hein, c'est-à-dire comment dirais-je, je pense que je nourrissais pas mal de regrets, je nourris déjà beaucoup de regrets sur mon premier long, Pas de repos pour les braves, justement, qui était aussi comme ça, quelque chose qui se jouait beaucoup entre rêve et réalité. Mais sauf que le rêve était clairement pointé comme étant du rêve et la réalité clairement pointée comme, même si elle était assez, des fois très farfelue, quoi. Voilà, chaque chose était bien à sa place. Là, j'avais envie je me disais, il faut aller un peu plus loin là, dans cette histoire, dans ce brassage, quoi, entre les divers registres et peut-être moins marquer la frontière entre tout. Et puis L'Inconnu du lac, voilà, c'est vrai qu'on a parlé de films Hitchcockiens, voilà, bon, je suis pas là pour faire des films Hitchcockiens non plus, quoi.
C'est bon, c'est bien d'avoir fait ça comme ça, d'être revenu. Parce que pareil, je m'étais dit à un moment, je suis revenu aux fondamentaux pour l'Inconnu du lac. J'avais dit bon voilà, il y en a marre de se déployer dans plein de décors. On va en investir un. Voilà, parce que voilà, c'est lieu unique. Et puis j'ai envie quand même de venir sur une histoire forte, sur un drame très fort, quoi. Mais voilà. Et puis après, je veux dire, si je commence à rentrer dans des recettes, à dire bon tiens, le prochain film, on va aller faire ça dans une forêt, puis après on ira à la montagne. Puis, voilà, les homosexuels à la montagne, les homosexuels à la mer, voilà. On peut, donc je pense que quand même il y avait urgence même à changer, mais puis bon, voilà, même en termes de forme, quoi, on a envie de voir un peu ailleurs. Et puis quoi, les comédiens aussi, dans l'Inconnu du lac, les comédiens sont très beaux. Tu nous avais pas habitués à avoir des. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, ils sont pas. Non. Si, non. Mais tu nous avais pas. Non, mais il y avait quelque chose dans ton cinéma par rapport au corps. Tout à fait, désirant, normé. Voilà. En tout cas, sur l'Inconnu du lac, alors je sais pas comment. Je pense que en même temps, j'ai jamais écri dans mes comédiens, dans mes films sur le roi de l'évasion, par exemple, c'était pas écrit dans le scénario. Le Armand Lacourtade, il pèse 100 kilos, voilà, et où Curly, c'est une beurette, quoi. Il y avait pas ça d'écrit. Après, c'est le casting aussi. C'est aussi des gens qui sortent, qui s'imposent au terme d'un casting, quoi. Sur l'Inconnu du lac, là où tu as complètement raison, c'est que je me suis dit aussi, faut arrêter aussi de dire que je m'intéresse. Enfin, ok, on aime bien les personnes, les gens qui ne sont pas dans les canons de la beauté telle qu'on on la reconnaît à l'heure actuelle, quoi. Mais j'ai pas non plus refusé les mecs bien foutus, quoi. Voilà, on va pas. Enfin, c'était bien aussi de remettre les choses au point à ce niveau-là, quoi. Voilà. Et du coup, rester vertical est un peu entre tout ça, quoi. Voilà. Donc, et ça fait pas de mal, quoi. Non, mais parce que moi, le premier souvenir que j'ai aussi de ton cinéma, c'est t'es un réalisateur qui montre des corps. Des corps qui sont pas spécialement des canons, mais des corps désirants. Et tu les rends vraiment très, les rends vraiment très beaux. Moi, c'est la première fois que je voyais au cinéma des hommes d'âges différents et de poids différents, j'ai envie de dire, coucher ensemble et être vraiment sensuels. Et c'est vrai que c'est assez. On est étonné d'être presque choqué de voir ça au cinéma. Ouais, comment dire ça c'est alors c'est toujours pareil, il y a une affaire de comment dirais-je, on se dit ça vient effectivement beaucoup au fil du casting, quoi, où on se dit tiens voilà, il y a quand même quelque chose à aller fouiller de ce côté-là, quoi, c'est-à-dire à sortir aussi sortir aussi même d'un cinéma français, quand même, on a l'impression quand même qu'on tourne toujours un peu autour des mêmes. Que c'est un cinéma quand même qui fonctionne avec assez peu de comédiens, quoi. Et on a l'impression que, ou alors après le reste ils sont condamnés à faire les troisièmes couteaux dans tous les films, mais sur une année, ça n'a pas l'impression que les gueules varient beaucoup. Donc il y avait cette envie, et puis qui se marie, qui s'est conjugué. Après, il y a du fantasme personnel. Il y a quand même tous ces trucs-là qui rentrent en ligne de compte, quoi. Je pense que pour rendre les gens désirables, il faut aussi les désirer un minimum, quoi. Et puis après, il y a quand même une grosse question politique qui est que qui est toujours la même chose, quoi. Ça m'est paru un vrai enjeu à l'heure actuelle de redonner droit à la sensualité à tous les gens, quelle que soit leur classe sociale ou leur poids ou leur âge, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que quand même quand on regarde autour de nous, j'ai l'impression depuis les années 80 finalement, quoi, il me semble que on sent quand même que les ouvriers, les paysans, les chômeurs, les gros, les vieux, tout ça, ils n'ont pas droit
Enfin, ils sont complètement exclus de ce champ-là, quoi. De l'homosexualité, de la sexualité, et même de la sensualité, juste. Il y a Damien Bonnard qui est là, qui on va venir pour dire un petit mot. On projettera un extrait. S'il y a déjà des questions, profitez-en. Voilà, n'hésitez pas, que je ne suis pas le seul. Oui. Anna ? Dans les cinéastes qui vous ont plu, vous n'avez pas cité Pasolini. C'était pas un cinéaste qui vous a marqué du tout? Et non, Pasolini. Enfin, disons que non, Pasolini, c'est très étonnant pour moi, mais peut-être c'est un peu comme Godard, quoi. Pasolini a eu. Je suis très. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il raconte, enfin, ses idées, tout ce qu'il a, même ses combats, quoi. Il y a quelque chose, quoi. La figure de Pasolini, c'est très important pour moi. C'est même, c'est un peu un phare, quoi, au même titre que Fassbinder, mais moi, les films de Pasolini, j'ai quand même, je peux pas dire que. Alors, est-ce que c'est un cinéma qui me tombe des mains? Je n'irai peut-être pas jusque là, parce que quand même, il y a des films comme Oedipe Roi ou l'Évangile selon saint Matthieu, quand même, qui m'ont, qui ont été. Il y a Caton, Mama Roma, tout ça, c'est pas. Ah, Caton, moi, ça m'est un peu passé au-dessus de la tête, par exemple. Même, et alors, Médée. Après, il y en a plein, qui me sont vraiment passés au-dessus de la tête. Je sais pas, il faudra que je m'y remette, peut-être un jour, il faudra que j'insiste du côté de Pasolini, quoi. Voilà. Je sais que Dostoïevski, au bout de 10 pages, la première fois, ça m'a merdé, puis finalement j'ai insisté et je trouve ça super, quoi. Bon, après Pasolini, j'ai essayé pas mal de fois, hein, et quand ça veut pas, ouais. Et Paul Vecchiali, alors? Ah, Paul Vecchiali. Paul Vecchiali, c'est quelqu'un que j'ai connu très tardivement, quoi, en fait. Et je suis pas sûr que je connaisse bien son œuvre, quoi. Voilà. J'ai de très bons souvenirs dans les années 80 du Café des Jules. Once More. Once More, j'ai toujours pas vu Once More, par exemple. Ça, oui. Non, même on parle beaucoup de La Machine, que j'ai pas vu La Machine. Non. Donc, mais j'ai ce bon souvenir du Café des Jules, et aussi, c'était pas Rosaland. Rosa Larousse. Non, je recherche un titre. Le mec qui est amoureux d'une pharmacienne. Ah bah oui, Corps à cœur. Corps à cœur, ouais. Corps à cœur, magnifique. Ouais. Et voilà. Pour le casting, je travaille avec des directeurs de casting et c'est un poste, c'est très important, ça, cette collaboration. Enfin, les directeurs de casting sont très importants. Je me vois pas vraiment faire un casting tout seul. Le dernier film où j'ai fait le casting vraiment tout seul, c'était pour Du Soleil pour les gueux. On était 4, donc, et moi j'avais un rôle, donc ça faisait 3 à trouver. Je me suis pas trop fatigué, mais même je pense qu'un directeur de casting aurait vachement amélioré cette affaire, quoi. C'est pas que ça soit mauvais tel que c'est, quoi, mais je pense que ça se serait peut-être pensé autrement. Et depuis oui, Ce vieux rêve qui bouge, je travaille avec des directeurs de casting, il y a eu Jean-Claude Monteil d'abord, et puis maintenant c'est avec Stéphane Battu. Et oui, je pense qu'à peu près tous les comédiens qui sont dans mes films ont été trouvés par les directeurs de casting. Ouais. Et pour Damien, donc ça c'est plutôt c'est la première fois que tu travailles avec lui. Et oui, ça s'est plutôt imposé. Alors pour Damien Bonnard. Pareil, c'est quelqu'un que je connais pas, que je connaissais pas, que Stéphane m'avait présenté. Enfin, Damien, j'avais vu faire 2-3 panouilles, mais ça l'identifiait clairement, quoi, dans des films, notamment dans le film de Virgile Vernier, Mercurial. Ouais. Et non, puis oui, voilà, c'est quelqu'un qui s'est imposé, enfin, au fil du casting. On a rencontré beaucoup de monde parce que effectivement, en plus, je sais pas vraiment. J'ai quand même, enfin, c'est marrant parce que le casting, il y a toujours, il me faut quand même 15 jours avant de me rendre compte, 15 jours, 3 semaines avant de me rendre compte que de toute façon, les personnages que j'avais vraiment en tête en écrivant le scénario,
je pourrais faire le monde entier, ils n'existent pas, je les trouverai pas parce qu'ils n'existent pas, voilà. Donc il faut, et ça c'est pas mal, donc c'est bien de voir des nouvelles, et que c'est vachement bien que le directeur de casting propose du monde, et à force, en rencontrant des gens, une rencontre d'abord très simple, puis après avec des essais de texte, des essais texte su avec d'autres comédiens, voilà, on arrive à composer quelque chose, et puis c'est bien parce que ça relance vraiment le film, quoi. C'est d'ailleurs le départ de la réalisation, de la mise au réel des idées qu'on avait, des idées un peu fantasmées qu'on avait en tête, quoi. Et tu t'imaginerais tourner avec quelqu'un de bankable ou un comédien est-ce que ça pourrait rentrer dans ton univers, quoi, assez, comme du monde? Ouais, il va falloir que disons que... Est-ce que ça te traverse l'esprit, ou c'est quelque chose qui peut te stimuler, te motiver? Alors, est-ce que ça... Non, disons que en fait, c'est bon... depuis que je fais du long métrage, il y a toujours eu un moment où on est passé par cette phase-là, à se dire, tiens, quand même, on pourrait chercher quand même du côté des gens connus, s'il n'y en a pas qui pourraient aller dans le rôle, quoi. Enfin, comme de même que tout à l'heure, je me disais, on ne veut pas se priver des beaux mecs, on ne va pas non plus se priver des bons comédiens, enfin des comédiens connus, qui peuvent amener du public dans les salles, qui sont quand même pas des brels non plus, quoi. Voilà, donc bon, je veux dire, il y a quand même un moyen de... Et chaque fois, on se pose la question, et chaque fois, je trouve mieux dans le casting qu'on fait auprès de gens. Alors, qu'est-ce qui... non, disons que j'aimerais pas... j'exclus pas cette possibilité de travailler avec des gens connus. Disons que j'aimerais pas me retrouver à devoir travailler avec des gens connus en me disant, comme ça on pourra financer le film, quoi. Voilà, c'est qu'on commence à dire... tiens, allez, bon, faut piocher, il y en a 5, parce que finalement, les bankable, faut pas non plus se leurrer, les mecs sur lesquels on bâtit le budget d'un film à l'heure actuelle, il doit y avoir 5 mecs et 5 nanas, enfin, et encore, et les mecs, je pense qu'ils sont plutôt du côté des comiques, Jamel, Dujardin, enfin, je veux dire, dans les artistes dramatiques, je sais pas s'il y en a beaucoup, quoi, enfin, dans les gens qui ont un vrai registre dramatique, il doit pas y en avoir tant que ça, je veux dire. Et... c'est... Puis après, je sais pas, ça peut rapporter gros, mais je pense que ça coûte très cher aussi, quoi. Voilà, enfin, j'aime bien tourner légèrement. Je suis sûr que sur le Cosméjean, je veux dire, ça suppose des carloges, ça suppose quand même, toute une infrastructure, quoi. J'ai l'impression. C'est très dur de faire un essai à quelqu'un de connu. Enfin, je veux dire, normalement, les comédiens connus, ils pensent qu'ils ont fait leur preuve, quoi. Et bon, même des pas très connus, j'ai essayé de demander des essais des fois, et ça n'a pas été possible, quoi. Voilà. Je ne citerai pas de nom, mais oui, c'est pas simple. C'est assez étonnant, quoi. Alors que... Vous avez un univers assez particulier, bien vous avez un univers bien à vous, donc est-ce qu'un acteur bankable prendrait le risque d'aller chez Guiraudy? Non, alors après, je pense qu'il y a un autre problème, c'est que quelqu'un de bankable sur un scénario en bonne et due forme, dans un cinéma bien calibré, chez moi, je pense pas que ça rapporte un copec, hein, effectivement. Enfin, je pense pas que TF1 va venir mettre, parce qu'il y a Dujardin dans un film à moi, va venir me dire, ouais, banco, 10 briques, allez. Ou alors, il faut que j'adapte le scénario aussi, enfin, il faudra que je fasse un effort à tous les niveaux, quoi, voilà. Donc, et puis le montage, et puis la lumière, et puis, enfin, je crois qu'on adapte après beaucoup les costumes. Donc, voilà, je suis pas prêt à faire cet effort-là, quoi. Mais après, je pensais, il y a aussi un autre truc qui me paraît quand même hyper important dans l'histoire, quoi. C'est que les comédiens, enfin, je suis un peu comme, il y a c'est Bresson qui disait ça, quoi. Il prenait des modèles parce qu'il voyait pas, il trouvait que dès qu'un comédien avait incarné Robin des Bois ou je sais pas moi, Jean Valjean au hasard, il voyait pas comment il pouvait lui faire endosser le rôle d'un autre personnage, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on les a vus, on les a vus et revus dans pas mal de rôles.
les comédiens connus. Donc après, moi, j'ai un peu de mal à y croire en tant que personnage, quoi. Après, je trouve que quelqu'un comme Dumont, effectivement, ça démerde plutôt bien de ça. Voilà, oui, enfin, après, c'est pas son film que je préfère, Camille Claudel, mais il s'en est pas trop mal. Oui, ça n'est pas trop. Oui, ça, oui, c'est non, pas trop mal sorti. c'est-à-dire qu'il fait vraiment quelque chose avec Binoche, quoi. Oui. Ouais, ouais. Et elle fait vraiment quelque elle chose. fait vraiment quelque Elle fait chose vraiment avec quelque chose avec lui, quoi. Enfin, je veux dire. Alain, on va passer. Oui, alors une question. Non, ça part du réel, hein. Enfin, moi, mes trucs, ça part du réel. Après, c'est du réel remélangé avec du fantasme, et puis avec de l'imagination. Mais la base, quand même, c'est quand même du réel, quoi. Voilà. Le personnage principal est quand même. C'est quand même un réalisateur qui est un peu coursé par son producteur. Qui devrait. Alors après, voilà, je veux dire, c'est un lointain alter ego, mais ma vie, quoi. Voilà, il y a de l'alter ego, effectivement, quoi. Et en tout cas, ça pourrait aussi m'arriver un jour, effectivement, que le déclassement social, que je retrouve à arnaquer mon producteur parce que je sais pas quoi écrire, quoi. Voilà, ou parce que j'ai pas envie d'écrire, voilà. Dans ton cinéma, c'est assez. Il y a quelque chose de très horizontal là pour le coup. Horizontal, linéaire, quoi. Voilà. Horizontal aussi. Et puis il y a une très belle scène vers la fin, mais il ne faut pas déflorer le film. Mais on voit ça quand même pas souvent. L'amour lié à la mort. Comme ça. Ça n'a pas été filmé souvent, ça, quand même. Non, enfin, écoute, je sais pas si je suis. Moi, je sais que enfin, je sais pas si ça a été filmé ou non. Souvent, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, quoi. Le sexe et la mort, alors peut-être pas au cinéma, mais parce que le sexe n'est pas si présent que ça non plus au cinéma, mais il me semble que dans la littérature, dans la mythologie, enfin, c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe pas mal, quoi. Puis moi, dans Voici venu le temps, il y avait un truc comme ça aussi. C'est assez présent chez moi, ouais. Et dans ton écriture, et là, oui, dans ton écriture aussi. Oui, en plus, oui. Dans le roman que j'ai publié, oui, ça y est pas mal aussi, ouais. Et oui, c'est même la base, quoi. Et là, non, oui, je pense que effectivement, disons qu'en plus là, c'est carrément lié. C'est même il y a deux tabous, quoi. Enfin, il y a la gérontophilie, l'euthanasie qui sont mêlés. Effectivement, ça fait beaucoup. Après, faut ça, je pense que même je ferai encore mieux, quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez tout vous permettre. On est jamais, enfin moi, en tout cas dans vos films, il y a un vent de liberté. On n'est jamais choqué. Cette scène-là, elle n'est absolument pas morbide. C'est un don de soi. Et peut-être que dans la littérature aussi, il y a des choses un peu plus morbides. Là, on accepte. En fait, j'ai l'impression qu'on accepte tout de vous. Là, l'idée, disons que. Non, c'est vrai qu'à l'écrit, déjà, on se dit, ouais, effectivement, elle peut être hyper glauque, quoi. Alors, c'est là, après, c'est un peu tout l'enjeu du tournage de cette scène, quoi. C'est d'arriver à en faire quelque chose, d'en faire, effectivement, comme vous dites, un moment qui soit pas, où on ne soit pas ni dans le sordide, ni dans ce qu'on appelle les pâtes bourgeois, dans la provoque un peu, dans la surenchère de la provoque. Et là, oui, en plus, déjà, je pense que c'est une scène dont on a pas mal parlé, qu'on a pas mal préparé. Tout le monde a vu le film ou voit de quelle scène on parle là, quand même. C'est pas pour les gens qui n'ont pas vu le film, ce qu'on est en train de faire. C'est pas sympa. Mais quand même, c'est vrai que c'est quand même un moment clé, quoi. Et c'est vrai que ça passe effectivement par quoi, par un cadre, par une durée, quoi. Je pense que le plan séquence, l'idée du plan séquence, quand même, est importante là. La distance, la musique, c'est pas. Et puis il y a les comédiens, quoi. Je veux dire, c'est eux qui prennent vraiment en charge la séquence et
Et même la durée, quoi. Je veux dire, à aucun moment, moi, j'ai donné un top de... Enfin, il y avait un action de départ, mais l'arrivée, la mort de Marcel, c'est eux qui le décidaient, quoi. Il y avait une... Ouais. Ouais, je vais demander à Damien de venir, c'est le comédien principal, qu'on peut applaudir, d'ailleurs. Voilà. Assis, moi je vais rester debout. Tu peux nous dire quelques mots sur cette scène? Tiens, ouais. Si on rentre dans le vif du sujet. Sur cette scène, moi j'ai rendu service en fait. Ouais, donc et après c'est vrai qu'on a pris le temps de la faire et qu'on essaie de le faire avec beaucoup de douceur. Et ouais, c'était rendre service à quelqu'un qui avait besoin d'aide à un moment donné pour partir. Ouais. Oui. Merci. J'ai envie de partager en fait mon expérience parce que la dame elle a dit que c'est pas une scène morbide ou c'est pas choquant, c'est pas provoquant ou quoi que ce soit. Je pense que la société ça le choque comme ça le choquait aussi dans le film. On voyait les journaux tout ça, le mec voilà les titres tout ça dans le titre. Donc je pense que c'est une scène comme ça normalement ce qu'on nous a appris. Hein. Du coup mon expérience ça base sur ça. D'abord, quand j'ai vu l'image, effectivement, c'est la société qui a fait ça, qui a creusé, en fait, croisé mes sourcils. Et puis après, je suis rentrée dans la scène et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement, je me suis culpabilisée à moi-même, en fait, à me dire pourquoi, en fait, il y a cette idée qui est venue à moi de dire « Ah, c'est trash et tout », alors que c'est pas trash. Donc là, on va, en fait, il faut, je pense, applaudir, en fait, le réalisateur. C'est son effet, c'est son talent, je sais pas, c'est quelque chose de... Voilà, irréalisable qui a été réalisé. Donc pour moi, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas dire non, c'est tout à fait normal, tout ça. Ça doit être comme ça, je pense, effectivement, mais ce qu'on nous a appris, c'est l'inverse. Mais grâce à... Ouais. Banalisez pas l'affaire. Oui, non, mais moi je parle pas de la dame là. Okay. Après, général, la société, tout ça, hein, mais ce qu'on nous a appris, c'était ça. Mais du coup, je remercie vraiment parce que vous avez pu rentrer dans cette conscience, enfin inconscience, ce qui permet le cinéma. Donc c'est très beau, quoi. Merci. Damien, c'est la première fois que tu travailles avec Alain. Comment est-ce que ça se passe sur un plateau? Comment est-ce qu'il te dirige? Comment il t'a nourri un peu de ce personnage-là? Il s'est renseigné sur toi, sur ta vie, sur ta sexualité, je sais pas. Non. Au tout départ, Alain, la première chose pour laquelle j'ai été invité à venir te rencontrer, c'est une histoire d'amour entre un homme et une bergère. Oui, ça part de là quand même. Oui. Avant de lire le scénario, j'avais que ça. Une histoire d'amour entre un homme et une bergère. Non, on racontait quand même vachement plus, quoi. Non. Le premier rendez-vous que j'ai eu, on m'a dit que ça. On m'a dit, tu vas à un rendez-vous pour une histoire d'amour avec une bergère. Après, j'ai lu le scénario et j'ai vu qu'il se passait beaucoup. Non, ça m'étonne parce que non, on racontait vachement plus que ça aux comédiens. Alors toi, peut-être, on t'a vu en fin de journée un peu fatigué, on a abrégé, mais... Et après, j'ai découvert tout ce qui s'y passait d'autre. Mais non, attends, c'était quoi ta question du coup? Non, mais comment il t'a préparé au personnage? Qu'est-ce qu'il t'en a raconté? Comment toi ça t'a nourri dans ton jeu aussi? Absolument rien. Non, non, je pense pas que je t'en ai raconté beaucoup. Non, on essaie de vivre les situations en fait le plus possible, sans se charger de. Enfin, moi, je te faisais souvent chier. Pour te poser des questions un peu sur les choses, ce qui serait passé avant, tout ça, mais tu n'avais pas envie de me donner de réponse là-dessus. Tu voulais juste qu'on vive les situations. Ouais, surtout que je ne savais pas grand-chose. Hein. Je vais te dire. Et après, non, c'est surtout avec Alain, c'était surtout que c'était fait avec beaucoup de douceur et toujours, les choses étaient toujours très chorégraphiées et passaient vraiment par le prisme du cinéma et qu'on n'était jamais livré à nous comme ça dans le vide. Et que du coup les choses faites avec beaucoup de douceur et beaucoup de beauté et de tendresse font que du coup on vit les choses pleinement et qu'on a on a plaisir à les vivre. Tu avais déjà joué des scènes de sexe ou pas au cinéma Non, pas comme ça. Non. Mais on avait joué.
Ouais, j'ai dû embrasser une fille, peut-être. Ouais, voilà. Ce qui n'est pas vraiment du sexe, quoi. Mais au tout départ, moi, quand j'ai lu le scénario, il y a eu un moment où j'ai tout lu et je l'ai complètement intégré. Et puis plus le casting avançait, plus toutes ces scènes-là, je les avais complètement occultées. Et puis quand on a commencé à tourner, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même tous ces trucs-là à faire. Qui étaient que des baptêmes, mais qui étaient des super baptêmes parce que j'étais avec Alain et avec une équipe aussi, enfin Claire à la lumière qui était chez FOP, était aussi toute une équipe hyper délicate et très discrète là-dessus. Et les comédiens aussi avec qui j'étais, que ce soit India, Raphaël ou Christian Bouillette, enfin ou Basile, enfin tout le monde avait une vraie douceur. Ouais. Enfin, Christian, par exemple, avant la scène en question, à chaque fois qu'on reprenait, il me disait doucement. Christian Bouillette, c'est le gars qu'on a vu là. Peut-être Alain, alors après je te donne un micro, c'est le deuxième film sur lequel tu travailles avec Claire Maton, chez FOP, qui a fait une lumière sublime sur L'Inconnu du lac, et là, pour toi c'était évident de retravailler avec elle sur ce film-là. Oh oui. Même j'ai reconnu l'ossature de l'équipe, c'était les gens de L'Inconnu du lac. Oui, quasiment tout le monde de L'Inconnu du lac qui est revenu, quoi. Enfin, comme on était très peu nombreux à L'Inconnu du lac, il y a eu des gens en plus, quoi. Mais la base, c'était les gens de L'Inconnu du lac, quoi. Justement, dans L'Inconnu du lac, cette envie de filmer la douceur et la simplicité, est-ce qu'elle se traduit aussi par le fait qu'il y ait beaucoup de gens souvent à poil? Disons que... Alors, non, mais disons que surtout, c'est à la base du projet, c'est d'être sur une plage naturiste, quoi, voilà, dans L'Inconnu du lac. Alors après, la question, c'est plutôt, est-ce que de mettre des gens à poil au bord d'une plage, ça, du coup, ça suscite une certaine sérénité ou quelque chose de cet ordre-là, quoi. Est-ce que ça met dans une ambiance particulière? Alors, ça, j'en sais rien du tout, quoi. Non, mais ça c'est le genre de truc, déjà, s'il y avait une recette, bon, on se la refilerait tous, quoi. Et je sais pas après qu'est-ce qui fait que des choses émanent de... je crois plus, effectivement, comme je disais tout à l'heure, que quand on cherche à faire passer les choses avec un peu plus d'évidence, sans choquer le chaland. Effectivement, je crois plus au plan séquence qu'au gros plan qui peut vite prendre un côté pornographique dans ces cas-là, quoi. Après, dans ce qui se dégage vraiment d'un film, dans l'essence, la douceur, où je me dis, bon, ça doit être quand même beaucoup lié à la personnalité du metteur en scène, quoi. Voilà, ça doit être aussi lié à une ambiance de tournage, à une façon dont on fait les choses, quoi. Voilà. Mais ça reste toujours assez mystérieux. Moi, il y a plein de trucs que je découvre dans mes films bien après les avoir faits, où je me dis, mais tiens, mais ça c'est lié à quoi? Voilà, pourquoi il y a cette mollesse à des moments, pourquoi il y a cette pêche. Il y a des choses qui, finalement, je sais pas, il y a bien quelqu'un qui a dit ça, je sais plus du tout qui, mais quand même, faire un film, c'est aussi filmer quelque chose qui a lieu à ce moment-là et qui n'est pas forcément reproductible, quoi. Hein. C'est même un truc d'accident, quoi. Je sais plus, il y a quelqu'un qui avait fait une phrase comme ça avec le cinéma qui était une question d'accident. Non, je pensais par rapport à la nudité, parce que c'est un truc quand même qui est très présent dans tes films et tout ça, mais qui est quand même au-delà de toutes les couches qu'on a sur nous, à la base on est nus, quoi. Et je trouve c'est un truc assez beau et dont Alain parle beaucoup. Enfin, c'est un rapport à la solitude, à notre état primaire, un truc juste, c'est ce qu'on est en fait au fond. Après on est recouvert, là j'en ai beaucoup aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de couches, mais et c'est ça qui est beau en fait, c'est juste de se confronter à ça. Enfin, je sais pas comment.
Il y a quelque chose aussi tu questionnes les évidences, par exemple, par rapport à qu'est-ce que c'est l'instinct maternel, par exemple, ou l'instinct paternel, qui est vraiment questionné aussi dans le film. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est une mère qui abandonne son fils, et qu'est-ce que c'est un père qui se retrouve avec un enfant dans les bras. Et voilà, ça c'est assez beau et assez. Il y a quelque chose d'assez politique aussi là, oui, je pense qu'entre, oui, entre effectivement la mère abandonnée, et puis l'idée aussi qu'une mère a aussi le droit de pas autant. Sans que tu juges forcément ton personnage et sans que tu la. Ouais, voilà, condamnes, exactement. Quoi. C'est l'idée qu'elle a aussi ce droit-là, quoi, et puis que ça existe. Et même que oui, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être un homme ou une femme et qui doit s'occuper du bébé et qu'est-ce que c'est qu'une famille aussi, enfin, voilà, bon et non, c'est évident que là il y a tous les débats qui ont traversé la société française là il y a 2 ans, 3 ans en arrière, c'est sûr qu'ils ont vachement ressurgi dans le film, quoi. Voilà, je rebrasse beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de l'encadrement juridique, et on en parle toujours, quoi, oui, effectivement, de l'encadrement juridique ou juridique et politique ou social de notre vie intime, quoi, voilà, sur la naissance et de la mort, ouais, voilà, de la norme. Ah oui, tout à fait, oui. Bah, après, oui, moi, c'est sûr que je réponds un peu à ça. Enfin, est-ce qu'une famille, ça égale vraiment un papa et une maman, quoi, voilà. Il y a quelques années, je ne me rappelle plus très bien quelle année, mais vous aviez parlé de ce désir de paternité. C'était à la quinzaine des réalisateurs où vous étiez reçus, il y avait eu une rencontre, et vous parliez de ce désir de paternité. Vous aviez dit, un jour, je ferai un film sur ce désir de paternité. D'accord. Est-ce que vous en souvenez, non. Pas du tout. Après, ça vient de loin, quoi. De toute façon, c'est. Est-ce que. Non, parce que j'ai l'impression que c'est venu même vraiment en cours de route, cet enfant qui est arrivé, ouais, du scénario. Ouais, d'accord. Bon. Ben, vous voyez, j'ai de la suite dans les idées, quoi. Hein. Alors peut-être dernière question de quelqu'un qui n'a pas posé de question, peut-être. Une dernière question, peut-être. Profitez-en. Après, ça se fera de manière plus informelle, autour d'un verre. Mais... ouais. J'ai juste peut-être une question sur le plan d'accouchement. Pourquoi ce plan d'accouchement ? C'est... Disons que le film a quelque chose de... Je l'ai toujours pensé comme ça, entre l'animal et l'homme civilisé qu'on est, quoi, voilà, et aussi entre le culturel, pas le culturel, mais entre le social et l'organique, quoi, voilà. Donc j'avais ouais, ça, alors à quoi ça, c'est vrai que c'est plus le fait que pourquoi ça débarque comme ça d'un coup, quoi. Voilà. Il y a vraiment une question de distance aussi, et de lumière dans cette scène. Il y avait l'idée de ouais, c'est alors ça, oui, ça c'est la distance. Je veux dire, c'est un truc parce que ça, c'est l'accouchement, c'est un truc qu'on a filmé, c'est hors tournage, on a été dans un hôpital, enfin dans une maternité la seule maternité qu'on a trouvée qui veuille bien accueillir une équipe de tournage, et la seule femme qui soit OK pour que la fille est en train d'accoucher, quoi. Donc, vous imaginez qu'on a beaucoup préparé tout ça, quoi. Quand je dis que j'avais pas mal regardé de choses, c'était beaucoup sur Internet, voilà. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'avais tendance à me dire, bon, l'accouchement, ça, c'est faisable, quoi. Voilà, je me dis, moi, à l'époque, je me disais même, il y a tous les pères de famille, les jeunes pères de famille, maintenant, ils doivent filmer ça avec leur iPhone et le mettre sur Facebook. Enfin. Et puis je me suis rendu compte que bon, c'était quand même un peu plus compliqué. Mais on s'est donc la maternité très sympa, super accueil. Ils nous disent OK, vous y allez, mais il y a que 2 personnes qui rentreront, c'est la perchman et la chef-op, quoi, la personne qui filme. Et heureusement, c'était 2 femmes, et donc ça a beaucoup aidé, quoi. Mais évidemment, c'est vachement mis au clair, quoi, sur la distance, où on met la caméra, le cadre, comment on cadre. Voilà. Et ça la question de la distance, c'était très, très, très importante. Et après, comment dire,
J'ai un peu été, alors effectivement, vous me direz, j'ai pas encore fait le tour de la question, quoi. Mais j'ai aussi été affronter quelques trucs qui me chiffonnent, quoi, ou des trucs qui me font peur, qui me foutent la trouille, enfin des trucs qui m'angoissent. Et bon, le sexe de la femme, c'est pas mal, quoi. Je pense que déjà, pour un hétérosexuel, ça doit être pas mal, mais alors pour un homosexuel, c'est encore un sacré morceau, quoi. Et puis, bon, je pense que si Freud parlait du continent noir quand même au sujet du sexe de la femme, et si quand même c'est un problème pour nous, je me dis que c'est aussi parce qu'on en vient de là, quoi. Donc il y avait cet enchaînement, le sexe féminin comme objet de désir, parce qu'il y a ces trois plans, quand même. Le sexe féminin qui fait rien d'ailleurs, qui sert à rien, et le sexe féminin qui expulse, qui met au monde, quoi, complètement dilaté, et qui met au monde une espèce de. En plus, ça me plaisait aussi de choper le côté monstrueux du bébé, quoi. Voilà. Oui, le côté monstrueux bleu, ouais. Je sais pas s'il est vivant quand il sort, quoi. Enfin, enfin, monstrueux et puis beau à la fois, parce que je trouve ça assez beau. Et animal, et c'est animal, voilà. Ouais, tout à fait. Mais il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ça aurait pu être un accouchement de vache, ça aurait été la même chose. Et j'aime bien ce côté, ouais, accouchement de vache aussi. Ouais. Enfin, ouais, je sais pas ce que ça passe. Non, mais c'est vraiment l'enchaînement en plus. C'est en plus comme c'est vraiment l'enchaînement en plus du plan, quoi. C'est le plan précédent qui donne aussi la force à cette scène-là. Oui, ouais, c'est dans un montage. C'est vraiment le montage qui Alain, on va s'arrêter peut-être un peu là. Dernière question. Alors, je t'ai fait choisir une dizaine de DVD dans la boutique. Je vais te dire 3 mots sur 2 DVD que voilà. Vous pourrez le découvrir sur la table. Il y a 2 DVD que j'ai choisi. Ouais, non. Parmi les 10, je vais te poser des questions sur 2. D'accord. D'accord. Oui. Ah bah ou toi si tu veux. Non, parce que je me souviens pas trop. Le droit du plus fort de Fassbinder. Le droit du plus fort, c'est pour moi, il me semble que c'est le premier film que j'ai vu. Enfin, oui, c'est le premier film que j'ai vu où effectivement les questions d'homosexualité étaient reposées au sein de questions de classe, quoi. Et pareil, ça a été un moment important dans ma vie de cinéaste, quoi. Même d'homme peut-être. Ouais. Je me suis dit, il y a aussi des mecs qui pensent ça dans ces termes-là. Ouais, c'est pas mal. Il y a un film de John Ford, Quelle était verte ma vallée. Ouais, alors ça c'est la séquence nostalgie. Non, je trouve que c'est un super beau film, quoi. Mais c'est un super beau film. C'est même, en termes émotifs, sur le plan émotionnel, moi c'est un des plus grands films. Je pense que même c'est le plus grand film que j'ai jamais vu, qui me fait toujours toujours cet effet, quoi. On est sur la vie d'une cité minière, quoi. Et il y a quelque chose de vrais moments de fraternité intense, je veux dire, pas dans la misère la plus crasse, mais dans quelque chose de pas folichon, quoi. Voilà. Et on finit par Cronenberg, History of Violence. Alors, History of Violence, dire 2 mots. Qu'est-ce que je peux en dire de Petite bourgade. Ouais. Hein? Oui, avec Mortensen, ouais. Je sais pas trop quoi en dire, quoi. Voilà, à part, il y a cette histoire d'un mec qui est rattrapé par son passé. Non, mais c'est même, c'est plus en termes de mise en scène que le film, parce que l'histoire, si on la raconte, je la trouve assez con, quoi, en fait. Quoi. Enfin, et en même temps, c'est plus le rythme, ce qui se passe entre les gens. Ce mec, il y a une séquence d'amour qui est très 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 belle aussi, dans les escaliers. Ouais. Il est très doué pour filmer le sexe, je trouve. Cronenberg, c'est un des meilleurs même. Et puis, il y a plein de super moments dans ce film. Mais c'est marrant, j'ai un peu de mal à clarifier, à avoir un propos hyper clair là-dessus, quoi, sur ce film-là. Mais c'est un très très bon Cronenberg. Bon, même si j'avais choisi Cronenberg.
Oui, non, tu avais choisi la mouche. Après, ouais, voilà, il fallait que je choisisse dans ce qu'il y avait dans le magasin, quoi. Voilà. Alors, ouais, sur les projets. Est-ce que tu veux en parler? J'écris un roman en ce moment. D'accord. Voilà. J'écris un roman qui va finir en film. Voilà. Et je pense à un documentaire aussi. Ouais. Toujours. Merci beaucoup, Alain, d'être venu. Merci à Damien. Merci à vous. Merci. Non, et en fait, moi je vous conseille vraiment tous vivement de lire son livre qui est à l'entrée, en même temps que le DVD. Non, mais parce qu'en fait, moi c'est aussi comme ça que je suis arrivé à Alain. En fait, c'est quand j'ai découvert Le Roi de l'Évasion, ce qui m'a touché, c'était que je trouvais que c'était rempli de liberté, de choses que j'avais jamais vues, que ce soit même dans la sensualité entre les hommes, dans des scènes de cauchemar qui sont filmées comme des scènes réelles ou inversement. Et voilà, il a cette même liberté dans l'écriture, en littérature, et c'est hyper rare. Et c'est voilà, dès que vous l'ouvrirez, en 3 heures, vous l'aurez fini et vous en aurez pris plein les yeux, quoi. Ici commence la nuit. Ici commence la nuit. Alors, on se retrouve vers la table qui est vers la caisse pour la dédicace avec Alain. On a tous ces films, on a le roman, il y a le top 10, et puis vous pouvez boire un verre. Ici, il y a un petit pot participatif, 1 € le verre. Merci à tous. Ah oui, et prochaine rencontre, jeudi prochain, avec Bertrand Mandico, qui sera là pour son coffret DVD. Ça va ?